Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivi d'un reportage avec M. Philippe Michaud, gestionnaire des relations avec les communautés chez Nordvolt, pour discuter de leur initiative de rencontrer les citoyens dans des cafés. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois reçoit M. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, pour revenir sur les négociations dans le milieu de la santé. M. Michel Abourousse de la Légion royale canadienne d'Otterburn Park vient nous parler des activités entourant le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Finalement, Mme Lucie Blanchet de Mont-Saint-Hilaire nous partage les détails de la 6e émission du marché public. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités sélectionnées pour la région par l'équipe de TVR9. Le Festi-Planche est de retour pour une 3e année consécutive au planchaudrome du parc du Ruisseau à Saint-Basile-le-Grand. Que vous soyez un amateur de planche à roulettes ou seulement curieux de voir des planchistes à l'œuvre, vous êtes invité à prendre part aux festivités le samedi 15 juin prochain de 12h30 à 19h. Des experts de la planche à roulettes feront la démonstration d'une variété de prouesses suivie d'une compétition de planche amateur. Et dès 14h, le Festi-Planche vibrera au son des saveurs hip-hop de l'artiste montréalais DJ Shortcut. Les utilisateurs de trottinettes ou de patins à roues alignés auront également accès aux installations et dans tous les cas, le port du casque sera obligatoire. Finalement, si la température n'est pas favorable, il est possible que le Festi-Planche soit remis au lendemain. Le député Xavier Barsalou-Duval distribuera du matériel de pavoisement en vue de la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain. Cette année encore, vous avez la possibilité de vous inscrire pour obtenir une trousse les 7, 8 et 9 juin. Le député se rendra dans tous les villages et villes de sa circonscription pour distribuer le matériel sur place. Ces trousses sont offertes gratuitement aux citoyens qui en feront la demande selon un horaire préétabli. Elles comprennent un drapeau du Québec ainsi que plusieurs autres articles surprises arborant la fleur de lys. Les quantités sont limitées et les citoyens sont encouragés à s'inscrire rapidement sur le site du député. Veuillez noter que les trousses sont réservées exclusivement aux résidents de la circonscription Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil invite les citoyens de 50 ans et plus à venir pique-niquer et à participer au tournoi amical de pétanque. L'activité gratuite aura lieu le jeudi 13 juin de 10h30 à 14h30 au Parc des loisirs. L'inscription est requise auprès du service des loisirs ou par le biais de la plateforme en ligne Kidigo. Dans une démarche tournée vers le développement durable et la réduction de son empreinte carbone, la Ville de Belleuil annonce qu'elle procédera au remplacement de 25 véhicules à essence vers le tout électrique d'ici la fin de l'année 2026. Cette initiative s'inscrit dans un programme d'électrification et de décarbonation de la flotte de véhicules et des bâtiments municipaux basé sur le plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Belleuil qui a été adopté en 2022. Ainsi, entre 2024 et 2026, 25 véhicules municipaux seront remplacés par des équipements à faible émission de CO2. La Ville de Carignan est ravie d'annoncer une activité spéciale de sensibilisation à la pointe nord de l'île aux Lièvres organisée en collaboration avec Nature Action Québec. Suite à l'aménagement récent de sentiers et l'installation de panneaux d'interprétation, cette activité vise à promouvoir et à mettre en valeur le riche patrimoine naturel de l'île. Prévue le samedi 15 juin à 10h, cette initiative permettra aux citoyens de 7 ans et plus de découvrir les nouveaux aménagements en compagnie d'une naturaliste de Nature Action gratuitement. Au cours de cette promenade guidée, les participants seront sensibilisés à des thèmes essentiels présentés sur les panneaux d'interprétation tels que la biodiversité de l'île aux Lièvres et les effets de la pollution lumineuse. L'inscription est... On se trouve présentement au café Montrose à Belleuil avec M. Philippe Michaud. Vous êtes gestionnaire des relations avec les communautés chez Nordvolt. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce charmant café aujourd'hui. C'est pas la première fois que vous venez ici. Absolument pas. Donc, c'est moi qui vous remercie. C'est notre 7e édition de l'activité Un café avec Nordvolt. Donc, originalement, c'est un groupe de citoyens organisés qui m'avaient proposé de venir ici
pour aller à leur rencontre, pour répondre à leurs questions. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était une bonne chose de rester ici puis de recevoir des citoyens, de faire profiter premièrement des commerces locaux de ces rencontres-là, puis d'établir une relation peut-être un peu plus conviviale, des échanges plus conviviaux, puis dans un climat plus propice justement aux échanges constructifs. Oui. Puis, c'est des rencontres que vous menez seul au nom de Nordvolt? Absolument, oui. Habituellement, je suis seul, puis on parle d'à peu près 4 ou 5 personnes qui nous accompagnent. OK. Puis, vous l'avez mentionné, là, on vient tout juste de terminer une de ces rencontres-là et vous avez dit qu'au début, les rencontres étaient beaucoup plus longues. Puis, plus les gens ont d'informations, plus les rencontres sont concises. C'est quoi les différents enjeux qui restent à clarifier? Absolument. On sent qu'il y a vraiment, de fil en aiguille, les gens ont de plus en plus d'informations. Donc, ne serait-ce qu'ici, mais aussi de manière générale, l'information circule. Les gens commencent à comprendre vraiment que Nordvolt est ici pour faire des choses de bonne manière. Les enjeux qui persistent, je vous dirais, localement, sont quand même différents des enjeux qu'on peut observer au niveau national. Donc, on constate que localement, les gens sont plutôt préoccupés par les enjeux, les nuisances potentielles, la circulation, donc le bruit qui pourrait être causé par le camionnage. Alors la qualité de vie. La qualité de vie pendant la phase de construction de l'usine, alors que je vous dirais qu'au niveau national, les préoccupations concernent plus peut-être la conservation du milieu environnemental du site. Oui. Et bon, ce soir, il y avait 5 personnes qui étaient là pour poser moi, incluant moi, et on était là pour poser nos questions. Les gens viennent de Saint-Basile, de McMasterville. On a parlé beaucoup des enjeux de circulation. Oui. Qu'est-ce qui va être fait dans les prochaines semaines? Parce que là, il y a une deuxième demande d'autorisation qui va passer. Là, c'est une question de jours ou de semaines. Qu'est-ce qui va être fait par l'entreprise pour réduire les nuisances? Donc, premièrement, la prochaine autorisation environnementale va porter sur qu'est-ce qui est fait par Nordvolt pour nous assurer qu'il n'y a pas, par exemple, des résidus de contamination qui se retrouvent dans le Richelieu pendant la phase d'excavation. Et ça va nous permettre de commencer la construction. Donc, une fois que la construction va s'entamer, on s'attend à avoir de 350 à 450 camions par jour en provenance en direction du site. Évidemment, on l'a annoncé il y a quelques mois, mais à l'approche de ces événements-là, on a mis des mesures en place, par exemple, comme un plan de surveillance sonore qui fait en sorte que lorsque un bruit va dépasser les normes, on va se présenter sur place, on va s'assurer de mettre des mesures en place, puis d'évaluer ces mesures-là pour être certain que la solution apportée soit efficace. Maintenant, on va aussi on va avoir des camions qui vont nettoyer les routes pour s'assurer de ne pas avoir de poussière ou de saleté sur la voie publique. On va aussi avoir, dans certains cas, des présences de sismographes lorsque des vibrations sont observées sur le terrain par des résidents. On va avoir des signaleurs qui vont être présents à proximité du chantier. On a travaillé avec les autorités publiques aussi pour s'assurer du respect de la sécurité routière, s'assurer de contrôler la vitesse sur la route 223. On sait que cette situation-là d'augmentation de la circulation va perdurer, mais on s'attend à ce que la situation rentre dans l'ordre, surtout après l'implantation, l'ouverture du chemin d'accès temporaire sur la 116, où ça va dégager les camions de la 223 vers la route 116. Et rapidement, à quoi on peut s'attendre pour cet été? Est-ce que vous allez continuer à rencontrer les gens dans des cafés? Absolument. C'est une formule que les gens ont appréciée. À l'origine, les gens nous ont approchés en disant, bien, écoutez, on n'est pas tout à fait à l'aise de se retrouver dans une séance d'information large qui est souvent monopolisée monopolisée par des gens de l'extérieur de la région où il y a un dualisme, il y a une opposition. Ce qu'on a préféré faire, c'est de proposer aux gens qui nous approchaient par courriel de venir prendre un café pour tester la formule. Puis on s'est rendu compte que les échanges étaient très, très, très riches. Puis ça permettait de faire en sorte que les participants partaient par la suite avec une compréhension beaucoup plus importante là, du projet. Bien, au plaisir de vous rencontrer peut-être sur une terrasse cet été. Avec Merci, plaisir. M. Michaud. C'est moi qui vous remercie. Pour cette rencontre. Merci beaucoup. Au revoir.
Monsieur Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Gingras. Bonjour. Tout d'abord, vous venez nous faire un peu un bilan de toutes les négociations qui ont eu lieu récemment. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien oui, mais je pense que la population a très bien vu un hiver plus chaud que d'habitude, étant donné la négociation du secteur public. Je pense que c'est intéressant ce qui s'est passé. C'est intéressant pour la population aussi parce qu'on a vraiment parlé des enjeux qui touchent les gens. Vous savez, les services que nos jeunes reçoivent, les services que la population reçoit dans les hôpitaux, dans les centres, les ados, les plus vieux avec les cégeps notamment. Donc, on est en mesure d'améliorer les conditions de travail. Est-ce qu'on a tout obtenu ce qu'on voulait? Non. Je pense qu'on s'est donné une impulsion intéressante pour améliorer, oui, les conditions de travail, mais les services à la population. Maintenant, on est dans les prochaines semaines à finaliser les textes des ententes et tout ça va prendre son envol. Après ça, fort probablement la rentrée scolaire, bien sûr, l'été aussi pour les hôpitaux, etc. Même si nos collègues infirmières du côté de la CSQ, les collègues de la FSQ sont encore en négociation. Donc ça, il faut que ça continue. Un groupe de 6 000 à peu près infirmières. Donc on espère arriver à un règlement rapidement. Même chose avec nos collègues du Nord, les profs, le personnel de soutien, les professionnels dans le Nord du Québec qui ont une particularité. Souvent, ça se règle après les négociations du secteur public. Mais on sait qu'on est sur la bonne voie et on a donné une impulsion. Et maintenant, il va falloir que ça continue pendant les prochaines années. Parce que vous représentez combien de membres? La centrale représente combien de membres exactement? Autour de 230 000 membres en tout, dont 140 quelques mille qui proviennent du secteur public. Donc, comme je le disais, enseignantes, personnel de soutien, professionnels au niveau des cégeps, du réseau scolaire, donc dans nos écoles, mais aussi des infirmières, comme je le mentionnais. Et quelles étaient les plus grandes demandes durant les négociations? C'est où est-ce que ça a été un petit peu plus difficile? Deux éléments. La lourdeur de la tâche, je comprends par exemple les profs qui ont une tâche très lourde, avec des cas très difficiles dans les classes, la composition de la classe, c'est un enjeu qu'on n'a pas été capable de complètement régler parce que pénurie. Alors, comment améliorer les services quand il manque de personnes pour le faire? Et là, il fallait absolument améliorer les salaires pour attirer les gens. Ça, on pense qu'avec 17,4 d'augmentation sur 5 ans, ça a été un bon élément. Est-ce que c'est trop? Bien sûr que non. Est-ce que les gens méritaient plus? Oui. Capacité de payer de l'État qu'on reconnaît. Importance de l'inflation. Comme je l'ai dit, on ne règle pas tout, mais là, on se donne une impulsion pour la suite des choses pour les prochaines années. Oui, parce qu'il y avait un contexte inflationniste à travers tout ça. Les taux d'intérêt qui sont quand même toujours à la hausse aussi. Donc, les demandes n'étaient pas tellement exagérées, mais ça a quand même été un long processus. Bien, ça, c'est certain. Écoutez, vous savez, devant nous, on a un gouvernement qui, mais comme tous les gouvernements, veulent régler le moins cher possible, sous prétexte, justement, de dire, c'est l'argent de la population. Mais la grande différence cette fois-ci, ce qui nous a permis de continuer à avancer et de porter notre demande pour justement être capable de contrer cette inflation-là, c'est que la population a dit, moi, je paie des impôts, je vais être en mesure d'avoir des services. Et pour avoir des services, il faut que j'attire du monde. Il faut que je garde le monde, puis il faut que je les attire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais, comme je le dis toujours, de baisser les bras présentement et de se dire, on se verra dans 3 ans, pour la prochaine ronde de négociation, je dirais que ce serait manquer de respect à la population qui nous a appuyés. Alors, dans les prochaines années, les prochains mois, il faut réfléchir à ce qu'on veut de nos services publics et notamment du réseau de l'éducation. On ne veut pas se croiser les bras. C'est pour ça qu'on est en congrès à la CSQ en juin pour justement avoir cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on veut de nos écoles? Ça ne peut pas simplement être, vous savez, la nouvelle du jour où on parle de violence, où on parle du temps d'écran de nos jeunes. Ça prend une réflexion plus grande. On ne peut pas dire que le réseau de l'éducation, que nos écoles vont tout faire, vont tout supporter sans avoir une réflexion derrière ça. Puis, vous parlez de 3 ans, mais en fait, c'est un contrat de 5 ans. Oui. Sauf que vous avez une certaine façon de se faire qui fait qu'il resterait 3 ans, en fait, de stabilité. Absolument. Donc, la convention, elle était échue, donc, il y a un peu plus d'1 an. Donc, à ce moment-là, le 31 mars 2023. Donc, 5 ans nous amènent au 31 mars 2028. Par contre, ça a pris 1 an à négocier, donc on se retrouve maintenant presque à l'été 2024 et on va devoir commencer à se positionner sur la prochaine ronde de négo 1 année avant, donc en 2027. Donc quand on regarde, on parle d'à peu près 3 ans. 3 ans qui vont nous servir de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut, notamment en congrès avec la CSQ, notamment qui, dans le fond, on va se le dire, la CSQ, c'est le leader en éducation et un des leaders, bien sûr, dans le service public au Québec.
Donc, le congrès qui aura lieu du 26 au 29 juin prochain, nous attendrons avec impatience les résultats de ce congrès-là. Merci, M. Gingras, d'être venu à notre studio aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Merci. Le 8 juin prochain, on soulignera le 80e anniversaire du débarquement de Normandie et aujourd'hui, on est avec M. Michel Abourousse. Vous êtes premier vice-président de la Légion royale canadienne d'Otterburn Park, Eau Claire 121. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Merci. Donc, la Légion a organisé une cérémonie de commémoration pour ce 80e anniversaire. À quoi peut-on s'attendre le 8 juin prochain? Bien, cette année, c'est très spécial. C'est la première fois qu'on fait ça. Alors, on a profité de célébrer la bataille de Normandie, qui se fait en fait à travers tout le Canada et en Europe. On va avoir un paquet de véhicules militaires, comme des Jeeps, des véhicules 4x4, qui... Certains d'entre eux ont servi durant la Seconde Guerre mondiale, d'autres qui ont servi après la Seconde Guerre mondiale, mais on a une vingtaine de personnes qui viennent avec leurs véhicules. Ils vont monter leur tente, faire un campement comme s'ils étaient dans la Seconde Guerre mondiale, et puis faire une espèce de reconstitution de ce qui se faisait dans ce temps-là. Tu peux voir comment ils vivaient dans le champ. Wow. Donc, vraiment montrer comment ça s'est passé, l'expliquer également. C'est ouvert au public comme événement? Oui, c'est ouvert au public le 8 juin lui-même. À partir de 10 heures, on fait une petite parade pour arriver au cénotaphe où on va faire un dépôt des couronnes, une petite prière et puis commencer la journée de cette façon-là. Oui. Et pourquoi, juste pour nous mettre en contexte, puis comme rappel également, pourquoi c'est important de souligner cette journée-là? Bien, c'était une très grande bataille qui impliquait 4 pays, alors les États-Unis, la France, l'Angleterre et le Canada. Le Canada a fait une très grosse participation dans cette bataille-là. On avait 14 000 soldats qui étaient sur les plages de Normandie, dont 500 quelques sont décédés. Et puis, dans l'histoire, ils disent que les Canadiens ont été le plus loin que les autres pays dans leur avance après qu'ils aient débarqué en Normandie. Wow. Donc, les Canadiens ont très bien performé. Oui, un travail honorable qui a contribué à toute la suite de cette Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et donc, ça se déroule sur le terrain de la Légion, donc à Otterburn Park. Oui. Et vous avez d'autres événements aussi dans les prochaines semaines. Le mois de juin, c'est très occupé chez vous. Oui, en juin, juillet, c'est occupé aussi. Ah oui, on célèbre la fête de la Saint-Jean le 21 juin. Oui, le vendredi 21. C'est ça, parce que c'est préférable pour tout le monde. Et puis, on va avoir un barbecue, on va avoir des jeux sur le terrain. Et puis, il y aura un bingo aussi durant la journée. Et ensuite, le 1er juillet pour la Fête du Canada. Oui, le 1er juillet, comme d'habitude, on a des jeux gonflables pour les enfants, on a de la barbe à papa, du maïs soufflé, et puis les caractères de Buzz et Woody. Oui, du film Histoire de jouets. Donc, il va y avoir des mascottes. C'est ça, des mascottes et puis des jeux gonflables surtout. Ils aiment beaucoup ça, les enfants. On les a chaque année. Oui, donc des cadeaux, des surprises. Donc, vraiment une fête familiale, encore une fois, pour souligner la Fête du Canada. C'est ça. Ensuite, pour le reste de l'été, est-ce que c'est plus tranquille de votre côté? Oui, c'est pas mal tranquille. Le monde va essayer de prendre quelques semaines de congé. On revient en septembre très fort après ça. Oui. Puis pouvez-vous nous rappeler la mission de la Légion royale canadienne? La mission de la Légion, c'est surtout prendre soin des vétérans qui sont dans le besoin. Il peut y avoir des vétérans qui ont des problèmes personnels ou familiaux, qu'on peut les aider. Et puis aussi faire partie de la communauté, aider la communauté. On participe, par exemple, à la guignolée en hiver. On reçoit du monde de la ville. On fait des activités pour les citoyens, comme la Fête du Canada, le 1er juillet. Et ensuite, être présent et puis commémorer les vétérans qui sont tombés au combat à chaque année pour les fêtes de jour du souvenir. Et puis, c'est ça, on continue les traditions. C'est surtout pour aider tout le monde. Oui, donc comme vous l'avez dit, aider les vétérans qui sont encore là aujourd'hui et commémorer ceux qui ne sont plus là. Si je peux me permettre, dernièrement, on s'est impliqué avec le soldat dans la rue.
Parce qu'il y a des soldats qui sont peut-être itinérants, alors on essaie de développer ce programme-là sur la Rive-Sud. Oh, très intéressant. Ouais. On va vous recevoir avec plaisir pour en discuter prochainement. Merci, M. Amoureux, d'être passé à nous. Merci beaucoup. L'achat local se manifeste de différentes façons. Madame Blanchet, chef de division des services culture et événements de Mont-Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. De quelle façon se manifeste l'achat local à Saint-Hilaire? Vous avez une belle invitation dans ce sens? Oui, en fait, on invite tous nos citoyens et les gens de la région à venir nous rejoindre cet été encore pour la 6e édition de notre marché public estival. Donc, ça va débuter dès le 13 juin prochain et ça va se dérouler jusqu'au 29 août inclusivement. Et quels produits les citoyens peuvent s'attendre à y retrouver? Il y en a beaucoup. On approche d'une trentaine de producteurs qui seront là à chaque jeudi. Donc, ça va pour les cupcakes, beaucoup de viande, de choix de viande. On a bien sûr nos maraîchers qui sont là. On a des olives, des huiles, du cidre, du vin, du café. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une très belle variété de produits, des producteurs qui sont avec nous depuis l'année 1 et des nouveaux. Donc, je pense que les citoyens vont vraiment avoir l'embarras du choix. Parce que cette année, l'emplacement n'est pas bien loin de l'hôtel de ville comme l'année dernière. En fait, vous revenez à la formule d'il y a quelques années. Oui, on reprend la formule maintenant que les travaux sont complétés au niveau du centre aquatique. Alors, on se permet de retourner dans le grand stationnement adjacent au jardin communautaire du côté du centre aquatique. C'est plus vaste, c'est plus grand, il y a plus de cases de stationnement également. Et c'est à un jet de pierre aussi du pavillon Jordi-Bonnet. Je le mentionne parce que cette année, nous n'annulerons plus les marchés en cas de mauvais temps. Alors, beau temps, mauvais temps, il est maintenu, soit qu'on le déplace à l'intérieur au Jordi-Bonnet ou on le maintient, bien sûr, à l'extérieur, préférablement. Donc, les jeudis, en après-midi, début de soirée? Oui, c'est de 14h30 à 18h30 pour essayer aussi d'accommoder les gens qui travaillent à l'extérieur de la ville, les gens qui terminent un petit peu plus tard. Alors, nos heures sont de 14h30 à 18h30. Puis pour les producteurs aussi, vous expliquez qu'en cas de pluie, ça annulait beaucoup de trucs de leur côté aussi. Ils prennent le temps de récolter. Puis finalement, avec la pluie, l'événement n'avait pas lieu. Cette année, ça sera différent à ce niveau-là. Mais aussi, vous avez mentionné un partenaire pour les producteurs qui fait l'accompagnement de tout ce marché-là, en fait? Oui, c'est notre partenaire depuis l'année 1. C'est lui également qui recrute pour le marché de Noël. Alors, il s'occupe, c'est les marchés d'ici grandeur nature. Donc, c'est la formidable équipe de Diane Séguin qui cumule plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la logistique et dans la gestion de marchés publics. Alors, c'est à cet organisme-là, qui est un OBNL, qui se charge de faire la gestion, de louer les tables et de s'assurer d'avoir, comme je le mentionnais tantôt, une belle diversité au niveau des produits. Donc, ils trouvent les agriculteurs, toutes les modalités d'inscription passent par cet organisme? Exactement. Les gens qui me contactent, je les réfère à l'OBNL. C'est eux qui voient vraiment s'il remplit tous les critères aussi du MAPAC. C'est super important. On ne peut pas s'improviser comme ça, producteur, même si on fait des bien bons gâteaux dans sa cuisine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est eux qui regardent vraiment tous les critères et qui font les sélections finales. Donc, cette année, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés ou c'est sensiblement quand même les mêmes agriculteurs? On a nos fidèles qui sont là depuis l'année 1. On est ravis de les retrouver année après année. Et on a des nouveautés. Donc, notamment, je parlais qu'on allait avoir des cupcakes, des gâteaux, tout ça. Donc, c'est des nouveautés qui s'ajoutent. Bien sûr, on a 6 ans maintenant. Alors, on jouit d'une belle réputation. Alors, ça fait qu'on attire des nouveaux producteurs aussi. Et ces producteurs-là, j'imagine qu'on peut aussi aller les rejoindre à leur terre. C'est pas seulement au marché public qu'on peut les retrouver, c'est des gens qui vont vous inviter à venir les visiter à leur endroit aussi. Alors. Oui, puis c'est très intéressant de voir la clientèle qui leur dit « Ah, cette semaine, vous n'avez pas tel fromage, vous n'avez pas tel pain. Bien, écoute, venez à la boutique, venez me voir, passez me voir, je vais vous préparer ça. » Donc, il y a vraiment une belle complicité entre le consommateur et entre le producteur. Moi, à chaque semaine, je suis ravie d'être témoin puis de pouvoir voir ça. La plupart des producteurs qui sont inscrits pour le marché, est-ce qu'ils sont de la région même ou pas très loin? Bien, il faut comprendre que les gens qui sont vraiment de Mont-Saint-Hilaire ont déjà pignon sur rue, ont déjà leur boutique et que
d'avoir du personnel qui est dédié uniquement à un marché public, alors que leur employé qui est à la boutique peut faire d'autres tâches. Parfois, ils vont préférer, ils se disent, bon, ben les gens nous connaissent, ils savent où nous trouver. Alors oui, il y a des gens locaux, très locaux, mais on en a aussi de la région un petit peu plus limitrophe. Aussi, il y a un tirage associé à cet événement. Oui, à chaque semaine, les gens peuvent participer et se mériter la chance de gagner ce qu'on appelle un coupon gourmand, donc un 25 $ à dépenser au marché. Et sur le site web, vous mentionnez que c'est possible de voir quel agriculteur sera présent aussi d'une semaine à l'autre. Les agriculteurs, les activités, événements, spectacles, parce qu'on l'anime, notre marché également. Alors, tous les détails sont sur notre site. Alors, merci Mme Blanchet pour cette invitation. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. L'équipe de TVR9 est toujours à la recherche de bénévoles tant devant que derrière la caméra. Donc, si vous souhaitez avoir une télévision régionale réellement à votre image, c'est le moment de vous joindre à notre équipe. Vous n'avez qu'à nous écrire à info@tvr9.com. Au plaisir de vous accueillir parmi nous et sur ce, bonne semaine à tous.